La maison natale du grand chirurgien La Péronie. Et son papa était barbier chirurgien. Hein, alors, il se trouve que les coiffeurs qui s'occupaient des perruques, qui s'occupaient de coiffer les gens, ils avaient des objets tranchants pour cela. Et alors du coup, quand il fallait faire une incision dans la chair ou un truc comme ça, on allait chez le barbier. Pour les circoncisions, on allait chez le barbier, vous voyez. Donc petit à petit, les barbiers chirurgiens, c'était un peu le SAMU de l'époque. Quand on avait un problème, on allait à la boutique, parce que les médecins, ils ne se dérangeaient pas. Les médecins, c'était les seigneurs de la médecine, ils avaient la science. Voilà. Alors, il se trouve que le fils de La Péronie, lui, il a envie d'être chirurgien comme son père. Et vous savez que les médecins méprisaient totalement les chirurgiens. Et alors, le père dit à son fils, mais il vaudrait mieux que tu sois médecin. Non, non, je vais être chirurgien. Ah. Et alors, ils avaient un ami de la famille qui était le professeur Chirac, lequel Chirac dit, mais écoutez, si votre fils il a envie d'être chirurgien, c'est peut-être sa vocation, laissez-le être chirurgien. Donc il fait ses études de chirurgie, et puis le Chirac aussi est sympa, il connaissait Maréchal qui était le chirurgien de Louis XIV, et donc il propose à La Péronie, au jeune La Péronie, d'aller faire un stage à la cour auprès de Maréchal, le chirurgien de Louis XIV. Et donc notre jeune diplômé en chirurgie part à la cour pendant quelques années où il est apprécié, où il se fait des relations. Et puis, que son stage terminé, il revient à Montpellier où il est chirurgien à l'hôpital Saint-Éloi qui se trouvait rue de l'actuelle rue de l'Université, qui s'appelle rue de la Blanquerie à l'époque, parce que c'est là où il y a le rectorat. C'était l'hôpital Hôtel-Dieu Saint-Éloi hein, à l'époque. Voilà. Donc là, il fait un cours, il est très apprécié. Et puis, petit à petit, sa réputation augmente. Il va soigner quelques grandes têtes. Notamment, il va soigner le bras droit du pape, qui a un problème au visage. Alors, c'est un gars qui vraiment prépare ses opérations, stérilise ses instruments, fait un plan pour son opération, etc. Vraiment, c'est un type qui travaille sérieusement. Et puis, il a le coup de main. Parce que pour être chirurgien, il faut avoir le coup de main. Voilà. Et je vous dis, il s'est occupé du bras droit du pape. Du coup, il a eu beaucoup d'argent. Il a été décoré de l'ordre de Saint-Michel par le pape. Enfin, vous voyez, il finit par être très connu. À tel point qu'en 1715, l'année de sa mort, Louis XIV le fait venir à Paris pour être le second maréchal. Voilà. Alors il sera le chirurgien du régent et puis il sera le chirurgien de Louis XV. Et comme il est célibataire, il sait être discret, parce que les gens, quand ils se font opérer, quelquefois ils n'ont pas envie qu'on le crie sur tous les toits. Donc il sait être discret et il va devenir finalement le confident de Louis XV. Et alors lui, il n'a qu'une idée, La Péronie, c'est que comme les médecins méprisent les chirurgiens, lui c'est de réunir médecine et chirurgie et qu'on arrête de faire ça. D'ailleurs, en 1853, alors qu'il est en pleine gloire, pour faire un pas vers les médecins, il va aller faire des études de médecine à l'université de Reims. Il fallait le faire quand même, parce qu'il n'avait pas besoin de ça pour être célèbre. Hein. Voilà. Donc, il n'y arrivera pas de son vivant, mais c'est à la Révolution seulement qu'on réunira médecine et chirurgie. Je vous expliquerai pourquoi. Voilà. Donc, ensuite, pour stimuler les chirurgiens, avec Maréchal, il va fonder une académie de chirurgie où les chirurgiens viendront faire des comptes rendus de leurs opérations et discuter entre eux pour améliorer leur technique. Parce que c'est quand même beaucoup de technicité, la chirurgie. Et puis ensuite, il obtient en 1743 que le roi fasse un édit qui sépare les chirurgiens des barbiers. Voilà. Donc le chirurgien travaille avec le bistouri, le barbier il travaille avec le rasoir. Hein, voilà. Donc ça, vous voyez, tout ce qu'il a fait, c'est quand même quelque chose de très important. Et puis alors du coup, comme il soignait toutes les... Ça c'est pas possible. Comme il soignait toutes les têtes couronnées, il a gagné un fric fou. Il a fondé un hôpital pour les pauvres, il a entretenu pas mal sa famille, il était très généreux, célibataire, et quand il meurt, eh ben, il a une somme d'argent colossale
qui va partager, puisque tout est pour la chirurgie, entre les chirurgiens de Montpellier et les chirurgiens de Paris. Montpellier, il va leur donner 100 000 livres plus ces 2 maisons, en leur disant, s'il vous plaît, vous construisez à Montpellier un amphithéâtre d'anatomie qui soit sur le modèle de celui de Paris, si possible encore plus beau. Alors les chirurgiens de Montpellier, justement, ils essayaient d'avoir un amphithéâtre. Ils avaient prévu un amphithéâtre dans le fossé, là où il y a le boulage de pommes. Et puis finalement, ils se disent, oui, mais si on détruit ces 2 maisons comme ils nous le demandent pour construire un amphithéâtre, on aura un terrain qui sera trop petit, 180 mètres carrés. Or, il se trouve qu'au nord du pâté de maison, il y avait une auberge qui s'appelait Auberge au Lion d'Or. Alors moi, je n'avais pas compris le jeu de mots. Une auberge qui s'appelle au Lion d'Or. Moi, je pensais au lion, mais voilà, vous avez compris qu'au lit, on dort. Voilà, c'était le thème de cette auberge. Elle appartenait à M. de Trémollet, et M. de Trémollet était le chef de la citadelle, c'était un militaire. Il accepte de vendre son auberge aux chirurgiens, qui la font détruire, et à ce moment-là, ils ont un terrain qui fait 480 mètres carrés, au lieu de 180 mètres carrés ici. Vous voyez? Donc c'est quand même intéressant. Et ils vont confier la construction à Giral, un bon architecte d'ici, et on va aller voir justement maintenant cet amphithéâtre. Alors regardez, vous avez là l'amphithéâtre d'anatomie. Hein. Donc l'idée, c'est Giral qui a fait ça. Il a repris le système de l'amphithéâtre de Paris, qui se trouve rue École de Médecine à Paris. Alors, je ne sais pas quel arrondissement c'est, mais il a eu la bonne idée. Celui de Paris, il fait tasser quand on le regarde. Lui, il a surélevé de 30 mètres par rapport à celui de Paris. Donc il a quelque chose d'élancé. À l'extérieur, c'est un octogone. C'est un octogone. Voilà. À l'extérieur, c'est un octogone. En haut, vous avez 8 fuseaux avec un œil de bœuf. Hein, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ces fenêtres ovales. Et en haut, une lanterne. Et le bas du dôme est caché par une balustrade en pierre. Vous voyez, c'est un monument très beau, très élégant. Alors voilà la... Ouais, c'est ça. Donc vous voyez l'amphithéâtre circulaire dans lequel on faisait les dissections. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les dissections ne se pratiquaient qu'en hiver, parce que ça sentait mauvais. Les dissections étaient publiques. Les dames de la bourgeoisie venaient assister aux dissections. Même des prêtres qui ont assisté à la dissection d'une femme, paraît-il, d'après les frères Plater. Ça, c'était au Moyen-Âge. Alors quand les dames de la bonne société viennent, bien sûr, elles ont un flacon de parfum, un petit mouchoir, parce que ça sent pas très bon. Mais elles s'instruisent, qu'est-ce que vous voulez. Donc il n'y avait pas du tout de vitrage, hein. C'était ouvert à l'air libre. Hein. Voilà. Les cadavres, quand ils venaient, ou attention, voilà un bolide. Voilà. Il y avait, quand comment s'appelle, les cadavres arrivaient, l'hôpital devait en donner 6 par an à l'école de médecine, enfin à la chirurgie, l'école de chirurgie, et il ne pouvait venir que la nuit. Et quand les dissections étaient finies, il fallait tout recoudre, tout restituer, et le renvoyer à l'hôpital pour des obsèques normales. Toujours de nuit. Toujours de nuit. Voilà. Voilà. Alors là, vous avez aussi une astuce excellente de notre ami Giral. Comme il n'y avait pas beaucoup de place pour faire une grande cour, il a mis des pylônes, des colonnes, et il a fait au premier étage la salle de réunion des chirurgiens. Ce qui fait que ça dégage beaucoup la cour. Et là, vous avez l'escalier qui permet de monter au premier étage pour aller accéder à la salle de réunion des chirurgiens. Alors vous regarderez en passant, quel jour on est? Samedi, bon, c'est fermé. Il y a une rampe en fer forgé qui est magnifique. Alors sachez qu'à la Révolution, alors ça a été mis en service dans les années 1765, si mes souvenirs sont exacts, à vérifier. Et en 1792, ben, c'est devenu bien national à la Révolution. Donc ça n'a pas servi très longtemps. Après, ça a été marché à grains, ça a été école
pas école de commerce, chambre de commerce, etc. Et finalement, en 1920, la chambre de commerce l'a acheté. Elle l'a acheté à l'État et malheureusement, bon, on a détruit l'amphithéâtre et on a fait un premier étage. Ce qui fait que maintenant, on n'a plus la hauteur que l'on avait, mais vous pouvez toujours aller le visiter pour les journées du patrimoine. C'est ouvert à ce moment-là et ça vaut encore le coup. Ne serait-ce qu'au premier étage, vous arrivez à voir la coupole et le dôme. Alors bien entendu, depuis, on a mis des vitrages pour fermer tout ça. Voilà. Et si vous y allez, nous, on va passer dans la rue en Rouen. Et sur ce mur, ça c'est la grande rue qui est là avec l'escalier. Sur ce mur, vous avez des plaques qui vous rappellent le nom des professeurs qui ont enseigné là pendant les 30 ans où ça a fonctionné. Hein, et qui rappellent donc, alors il y a celui qui s'occupe de gynéco, celui qui s'occupe des yeux, celui qui s'occupe des os, enfin bon voilà, ils avaient déjà des spécialités. Voilà, et puis je vous montre, puisque c'est grâce à la Peyronie qu'on a eu ça, Monsieur la Peyronie, et vous remarquerez que contrairement à tous les professeurs, il n'est pas en robe de prof de médecine, il est en habit de cours parce qu'il n'était pas médecin, il était simplement chirurgien. Voilà. Bienvenue chez Hirokozen. Nous sommes une SCPI 100% digitale. Et là vous avez la cour, là c'est la porte d'entrée de l'amphithéâtre. Alors maintenant il y a un plafond à 2,50 m et des bureaux. Et puis vous avez l'escalier au fond avec une magnifique rampe en fer forgé qui permet d'accéder à l'étage pour avoir la salle de réunion des chirurgiens. Et il y a quelque chose qui est remarquable, c'est que sur ces colonnes, il y a ce qu'on appelle des voûtes plates. Alors il paraît que c'est remarquable sur le plan architectural. Vous savez, vous avez les voûtes en ogive, les voûtes en anse de panier, etc. Ça s'appelle voûte plate, parce que voilà. Alors du coup, ça permet d'avoir une cour qui est beaucoup plus grande, vous voyez. Ce qui fait que ce Giral a réussi quelque chose de beaucoup plus beau que l'amphithéâtre d'anatomie qui se trouve à Paris. Celui-là est quand même plus beau. Et à mon avis, c'est un des plus beaux monuments de Montpellier. J'adore ce monument. Et donc, sur ce mur, mais à l'intérieur, vous avez les plaques avec le nom des chirurgiens qui ont opéré là pendant les quelques 30 années où ce truc a fonctionné. D'accord? Voilà, alors maintenant je vous propose